La dispute des princes attire Jocaste. Vous allez l'entendre les calmer, leur faire honte de vociférer dans une ville malade. Elle ne croit pas aux oracles, elle prouve que les oracles mentent. Par exemple, on avait prédit que Laïus mourrait par un fils d'Elfe. Or, Laïus a été assassiné par des voleurs au carrefour des trois routes de Doli et de Delphes. Trivium, carrefour. Retenez bien ce mot. Il épouvante Édipe. Il se souvient qu'arrivant de Corinthe, avant sa rencontre avec le Sphinx, il a tué un vieillard au carrefour des trois routes. Si c'est Laïus, que devenir? Car il ne peut retourner à Corinthe, l'oracle l'ayant menacé de tuer son père et d'épouser sa mère. Il a peur.
Corinto extederem, che in trium, che io casta sine, Témoin du meurtre sort de l'ombre. Un messager annonce à Édipe la mort de Polybe et lui révèle qu'il n'était que son fils adoptif. Jocaste comprend, elle tente de tirer Édipe en arrière, elle se sauve. Édipe la croit honteuse d'être une femme de parvenue. Cet Édipe, si fier de deviner tout, il est dans le piège. Il est le seul à ne pas s'en apercevoir. La vérité le frappe sur la tête, il tombe de haut. Edipo da reperere la mi monte in
Scelturi, quis edipos, genos edipodis geam, geam. Hodent, Jocastam fugit, hodent, edipi exolis, hodent ediporis veneris, geam, geam, ediporis venos, geam, geam, ediporis venos, venos meum, geam, ne monstrum presitori, genos ediporis iam, genos exolis Et maintenant, vous allez entendre le monologue illustre, la tête divine de Jocaste est morte. Monologue où le messager raconte la fin de Jocaste. Il peut à peine ouvrir la bouche, le cœur emprunte son rôle et l'aide à dire comment la reine s'est pendue et comment Édipe s'est crevé les yeux avec son agrafe d'or. Ensuite, c'est l'épilogue. Le roi est pris. Il veut se montrer à tous, montrer l'inceste, le parricide, le fou, la bête immonde. On le chasse. On le chasse avec une extrême douceur. Adieu, adieu, pauvre Édipe. Adieu, Édipe. On t'aimait.
Nous venons d'entendre de Oedipus Rex d'Igor Stravinsky, opéra oratorio, l'acte 2, texte de Jean Cocteau inspiré de la tragédie de Sophocle, traduite en latin par Jean Danielou. Par Jean Cocteau qui était le récitant, Helmut Melchert Oedipe, Irma Colassi Jocaste, Roger Stallman le messager, Duncan Robertson le berger, chœur de la BBC, ténor et basse, orchestre symphonique de la BBC, direction Igor Stravinsky, enregistré au Covent Garden le 9 novembre 1959, sous la direction du grand maître Stravinsky. Après avoir obtenu ses premiers prix de piano et de chant au Conservatoire d'Athènes, sa ville natale, Irma Colassi, toute jeune, partit à Rome pour se perfectionner à l'Académie Sainte-Cécile. Elle va se présenter au concours d'entrée des classes de chant et de piano. Elle fut reçue aux deux, mais le règlement ne lui permettait qu'une seule discipline. Ayant choisi le chant, le célèbre pianiste italien Alfredo Casella, qu'il avait entendu durant les concours, la voulait dans sa classe de piano et tenta de la persuader d'abandonner le chant, lui disant qu'elle était une virtuose du piano authentique. Mais Irma Colassi s'obstinait à chanter. Ainsi, Casella va lui offrir 1 an de cours de piano gratuit. D'ailleurs, elle n'avait pas les moyens de s'offrir une seule leçon de Casella. Et il attendit le verdict à la fin de l'année. Mais Colassi retourna à ses roucoulades. La déclaration de la guerre de 39 affola sa famille en Grèce, qui lui télégraphia pour entrer au plus tôt. Et à Athènes, durant la guerre, elle fit 1000 boulots, jusqu'au jour où l'ambassadrice de France, l'ayant entendu chanter des mélodies françaises, lui demanda de donner un récital à l'ambassade pour le 14 juillet de l'année 49. Puis va la forcer à venir en France. Elle la recommande à Jean Fournier, qui, arrivé à Paris, va l'envoyer chez Louis Aubert et Pierre Capdevielle. Lorsqu'elle appelle Louis Aubert, il lui avait dit qu'il n'avait que 5 minutes à lui consacrer. Ils passeront toute l'après-midi à faire de la musique, lui l'accompagnant dans tout genre de répertoire. Aussi, pour la tester, Louis Aubert va lui demander de déchiffrer des mélodies de sa composition. Alors qu'elle lisait par-dessus son épaule, il se tourna et lui demanda depuis quand elle les avait à son répertoire. Il eut beaucoup de mal à croire qu'elle ne faisait que déchiffrer, c'était tellement parfait pour lui. Il a voulu la tester encore plus en le faisant lire une mélodie de lui encore manuscrite et qui n'avait pas été chantée, pour croire qu'elle les déchiffrait réellement pour la première fois, et en fut absolument subjugué. Ainsi, le catalogue contemporain d'Irma Colassi est aussi très riche en créations chez nous à la radio. Elle mettait du miel dans tout ce qu'elle chantait. Je vous la propose dans Gluck. Dans Iphigénie Antoride de l'acte 1, elle nous chante le récit « Cette nuit, j'ai revu le palais de mon père » et la célèbre aria « Ô toi qui prolongea mes jours ». Irma Colassi est avec notre orchestre radiolyrique, dirigé par un très grand chef, Eugène Bigot, le 2 novembre 1952. Alleluia.
mes yeux aussitôt se présente mon père, sanglant, percé de coups et de spectres inhumains, ayant la rage meurtrière. Ce spectre affreux, c'était mon père. Le marmot d'un glaive qui disparaît soudain. Je veux fuir, me gré,